Alors moi, déjà, vous l'entendez peut-être, c'est pas un souci micro, c'est que j'ai un léger accent. C'est que je viens du nord. Du nord des Pyrénées. Sur la face nord. Donc moi, je suis le Végarou. Peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de me connaître pour ça. Je suis comme l'ensemble des copains qui vont passer derrière web vidéaste sur la plateforme YouTube. Et je suis quelqu'un de très curieux. Je suis curieux de plein de choses. Et en général, les petites trouvailles que je vais faire sur l'internet ou dans les livres, j'aime bien les mettre en scène et venir les raconter. Et il se trouve que là, je vais vous parler d'une de mes nombreuses petites passions, à savoir le jeu et l'histoire. Alors l'histoire, vous devez aimer vous aussi? Oui, non? Non? Mais le jeu, est-ce que tu aimes? On va s'entendre, on va trouver un terrain tous les deux. Il se trouve que le jeu, c'est quelque chose qui existe depuis les tout débuts de l'humanité. Et quand on creuse un petit peu, on peut trouver des choses jusqu'à les tout débuts de l'histoire. Alors c'est peut-être pas pour rien que Ben a voulu que je sois le premier à passer, puisque on va commencer avec les tout débuts de l'histoire. Est-ce que vous savez quand commence l'histoire? Après la préhistoire. Exactement. Invention d'écriture, 2000 avant Jésus-Christ. Après Internet. Effectivement. Alors en effet, ça va dépendre. Alors l'idée de l'écriture, ça va dépendre de beaucoup de choses, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui, de fait, si on considère que c'est l'écriture, ne sont pas encore rentrées dans l'histoire. Il y en a qui n'y arrivent pas encore. Mais traditionnellement, on considère que c'est avec l'invention de l'écriture dans le bassin méditerranéen, donc aux alentours des moins 3000. Et il se trouve que le jeu duquel je vais vous parler, qui s'appelle le Méen, serait justement de cette période-là. On a retrouvé des plateaux du jeu dans ce qu'on appelle chez les Égyptiens la période Nakada, ou Nakoda. Stargate n'a rien inventé. Qui serait daté de moins 3008 à moins 3006. Et ce jeu, alors pas en tant que jeu, mais en tant que plateau de jeu, on le retrouve aussi dans certaines civilisations néolithiques, et certains plateaux ont été datés de moins 5008, moins 5006. Donc le jeu duquel je vais vous parler maintenant a potentiellement 7000 ans d'existence. Mais on n'a absolument aucune idée des règles de ce jeu. Mais on va faire des hypothèses. Alors très rapidement, le plateau de ce jeu, c'est un serpent enroulé. Un petit peu comme le jeu de loi. Mais il n'a aucun rapport avec le jeu de loi, dans la mesure où, quand le jeu de loi a été inventé en Europe, il n'y avait absolument aucun moyen pour la personne qui a inventé le jeu de loi de connaître ce jeu antique. Donc, aucun rapport, mais l'image va être la même. Donc imaginez un serpent qui est enroulé sur lui-même, avec la tête au centre, et qui va être découpé en plein de cases, de nombres variables. Il n'y a pas deux plateaux qui ont été trouvés qui ont le même nombre de cases. Et il a été trouvé avec ce jeu des pions, a priori au nombre de 36. Des pions tout bêtes, des petites billes. Et également des pions en forme de lion. Comme je l'ai dit, on n'a aucune véritable idée des règles que peuvent être ce jeu, mais il se trouve que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très curieux, et j'ai cherché sur internet plein de choses qui ont rapport avec l'Égypte. Et je vais mettre le jeu de côté quelques instants pour vous parler d'un mythe, l'équivalent du mythe du déluge,
Chaque civilisation va en avoir un. Et il se trouve que les Égyptiens en ont un aussi. En l'occurrence, est-ce que tout le monde a vu la vidéo de Ben sur la mythologie égyptienne? Moi, je l'ai pas vu, moi. C'est normal, parce que tu l'as fait. Tu la regardes pas après, toi. On regarde pas nos vidéos. On n'aime pas nous regarder nous-mêmes. On s'aime pas. Donc vous êtes un petit peu au fait des différentes divinités. Donc vous savez que la divinité entre guillemets primordiale, ça va être Ré, le dieu soleil, et qui a plein de toutes les dieux et déesses qui sont autour de lui vont être en fait des émanations de lui-même. À un moment donné, je reprends juste le mot du Méhen. Le mot Méhen en lui-même, c'est le hiéroglyphe qui sert comme verbe pour dire enrouler, d'où la notion du serpent qui est enroulé sur lui-même, mais c'est également un dieu serpent qui était un dieu protecteur de la barque de Ré quand il allait dans l'autre monde. Alors en l'occurrence la nuit. Quand il faisait son chemin la journée, quand il allait disparaître à l'horizon, les Égyptiens pensaient que quand il passait sous terre, avant de réapparaître à l'est, il allait combattre le grand serpent Apophis, et l'ensemble des divinités étaient présentes pour assurer ce combat. Et Méhen était donc cette divinité qui était proche de Ré, qui était son protecteur, son garde-du-corps personnel, quoi. Il se trouve qu'à un moment donné, dans les textes, pour punir les humains qui ne respectaient pas les commandements de Ré, il décida d'envoyer sa fille, la déesse Sermet ou Sekhmet, en fonction de comment on prononce, c'est le KH en fait, donc soit Re, soit Que, qui est la déesse lionne. Il envoya sur Terre pour, à la base, punir les pécheurs, sauf que se mettant à prendre goût à la viande humaine, elle s'est mise à bouffer tout le monde, et a failli faire disparaître l'humanité entière à ce moment-là. Ce qui pourrait correspondre à des croyances, des peurs, justement, de se faire attaquer par des animaux sauvages que les Égyptiens auraient pu transposer en mythologie derrière. C'est grâce à une ruse du dieu Thoth qui a pris de la bière. C'est bon la bière? C'est bien la bière, très très bien. Il a teinté de rouge avec de l'ocre et il a répandu cette bière sur les dunes du désert. La déesse Sermet, persuadée que c'était du sang humain, s'est mise à aller laper les dunes et s'est payé une immense gueule de bois. Un petit peu honteuse de s'être fait prise comme ça, elle disparaît dans le désert pendant quelques années pour réapparaître plus tard sous les traits de la déesse Bastet, la déesse chatte, protectrice du foyer, peut-être pour faire amende honorable du fait qu'elle a failli bouffer l'humanité. Et, et du coup, l'humanité a été sauvée. Ce mythe-là, j'ai pas, dans mes recherches, trouvé de lien entre lui et le jeu du Méhen. Mais j'aime à croire que ces liens existent et que, quelque part, ce jeu-là, on peut l'interpréter à travers cette mythologie. Les pions, au nombre de 36, comme je vous disais tout à l'heure, pourraient être en fait des pions qui représentent les humains, que chaque joueur autour de la table, a priori, pouvait se jouer jusqu'à 6 joueurs sur certains hiéroglyphes, certains pas hiéroglyphes, certains bas-reliefs qu'on a trouvés, où on voit des mises en scène. Ce jeu aurait pu se jouer jusqu'à 6 joueurs, donc chacun ayant 6 pions, et aurait dû remonter le long du Méhen. Donc si on transpose, on dit c'est le dieu serpent, il remonte le dieu serpent pour arriver jusqu'à Ré. Ré qui voit débarquer des humains à la maison, qui se disent t'es pas chez toi, donc ils disent c'est pas normal, donc t'es un pécheur, donc je t'envoie ma fille pour te bouffer. Et après ça fout le bordel. Donc on a les pions qui, d'après moi et d'après certaines règles que les archéologues on pourrait suspecter aussi, première partie du jeu, on remontait avec les pions le long du Méhen. Arrivé à la tête du serpent, le joueur qui venait de franchir les portes du paradis peut déclencher la déesse lionne, le pion lion qui était en sa possession, qui va venir redescendre le long du Méhen, en consommant les pions qu'elle croise sur son chemin, sur lesquels elle tomberait. Et troisième phase du jeu,
il remonterait le long du Méen, à une fois arrivé en bas, la déesse Lyon, remonte et là fait un petit peu l'effet chasse-neige et récupère tous les pions. Alors là, comme ça, sans avoir la possibilité de vous montrer quelque chose visuellement, c'est compliqué peut-être à imaginer, il se trouve que j'ai fait une vidéo là-dessus, qui est mon épisode 4, qui est, selon mes propres critères à présent, mauvaise. Mais comme je pense beaucoup de copains, on n'aime pas trop nos vidéos quelques temps après qu'elles ont été sorties. Sur le moment où je l'ai sortie, elle était bien. 15 jours après, je la trouvais déjà mauvaise. Et je l'ai sortie en octobre, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai le temps de la trouver très mauvaise. Mais je vous invite quand même à aller la voir si l'idée de découvrir ce jeu vous plaît. Et je ne sais pas comment enchaîner avec ça, mais c'est pas grave. Abonnez-vous! Abonnez-vous, oui, si ça vous plaît, mais venez voir d'abord. Prenez le temps de voir plusieurs vidéos parce que je pars un petit peu dans tous les sens. Oui, partagez. Si ça vous plaît, oui. Si ça vous plaît pas, partagez avec les gens que vous aimez pas. Pourrissez-les. Donc je sais pas trop, on va peut-être... Combien de temps il nous reste? Kali, t'es où? Toi qui fais le timer, elle est où? Elle est partie. Bon, ben finalement, je vais m'asseoir. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose pour le placement des pions, des dés ou des choses comme ça autour? C'est comment ils plaçaient les pions sur le long du serpent? Alors, les pions, a priori, chaque case aurait pu recevoir jusqu'à 2 pions. Donc l'idée en fait, avant de parler des pions, je vais parler peut-être du lancer de dés entre guillemets, puisqu'il y avait, les dés n'existaient pas à ce moment-là. En fait, les Égyptiens utilisaient pour d'autres jeux aussi qu'on a découvert après, que ce soit le jeu de Sénète, le jeu de 20 cases, le jeu de 58 trous, qui sont plusieurs jeux postérieurs, dont on a des... là, par contre, on a les règles, puisque dans les tombeaux, il y avait toujours cette notion que dans l'après-vie, le défunt devait continuer sa vie comme de son vivant. Donc il allait apporter avec lui ses esclaves, ses jeux, son mobilier, tout le bordel. Donc ça, on sait dire comment ça se jouait. Ils utilisaient en fait des bâtonnets qui étaient plats d'un côté et bombés. Et fonction, quand il est lancé, la combinaison que ça allait faire, c'est un système de pile-face. On pourrait faire, a priori, sur les faces qui seraient dessinées, ça vaudrait 1 point. On pourrait faire 1, 2, 3, 5. Donc 5 étant quand on fait un lancer où l'ensemble des faces ont été sur la face vierge. Et en faisant le parallèle avec d'autres jeux qui pourraient ressembler, la possibilité de relancer en faisant le chiffre 2. Donc on se retrouverait forcément avec un nombre impair. Donc la possibilité de fractionner après ce nombre et pour faire avancer plusieurs pions en même temps sur le même tour de partie. Et de pouvoir ainsi soit faire avancer ces pions ensemble, puisque 2 pions sur une même case se protégeraient en cas d'attaque du lion en retour. Et on pourrait se protéger soi-même avec son propre pion de sa couleur et celui d'un autre joueur. Donc c'est un jeu qui visiblement pourrait être très simple dans sa démarche, c'est juste un jeu de parcours tout bête, mais qui permettrait de pouvoir avoir des alliances entre joueurs momentanées. Le fait de rusher comme un gros malade avec un pion pour déclencher son lion pour pouvoir venir consommer les pions adverses. Mais je pense que dans la mentalité que les gens pouvaient avoir à cette époque, le but du jeu n'était pas de prendre les pions adverses, mais plutôt de sauver ses propres pions. De telle façon à justement sauver le plus possible de son clan, entre guillemets. Donc sur le placement de pions, on est vraiment sur de l'hypothétique aussi. D'autres jeux qui pourraient être similaires, je crois que c'est au Soudan, le jeu de la hyène, qui a perduré jusqu'à très longtemps au Moyen-Âge, donc on a des sources. L'imagerie du jeu n'est pas la même, mais le mécanisme pourrait ressembler à ça, cette idée de, en plusieurs phases, la mère qui va au puits, puis qui commence à se faire courser par la hyène, qui doit revenir au puits, avec une idée justement de course-poursuite comme ça. Ça pourrait se retrouver dans ce jeu-là. Et également chez certaines populations berbères du Sahara, qui a priori auraient aussi un jeu similaire dans le mécanisme. Alors est-ce que ce sont justement des réminiscences de ce jeu-là du Méen qui auraient été
transmise d'abord aux Éthiopiens, puis après répartie dans toute l'Afrique. J'ai pas trouvé de source qui peut le certifier. Comme je dis, je suis curieux, mais je ne suis pas expert. Donc, mais j'aime à croire que ça se tient, c'est logique, donc pourquoi pas. D'autres questions? S'il y a des questions, criez fort, surtout là, parce que là j'ai la lumière dans la gueule, donc je ne vois pas. Donc si là vous pouvez lever la main, je peux, je vois. Mais sinon, non. Je vois une main levée. Et j'ai entendu ici après. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Sénat? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de rapport avec le Sénat. Alors, le Sénat, pour ceux qui ne connaissent pas, au jeu du passage, c'est un jeu où en fait, il se jouait que à deux. Et c'était des pions qui étaient en alternance sur un jeu de parcours aussi, et où il fallait faire l'ensemble des 30 cases, à travers, pareil, le même lancer de bâtonnet. Je pense que je me suis inspiré dans la proposition que j'en fais du même lancer des bâtonnets pour remplacer le dé. Mais je pense que c'est le seul lien similaire qu'il peut y avoir. Le jeu de passage en lui-même, le Sénat, apparaît un petit peu plus tard, vers les, si je ne dis pas de bêtises, moins 2005, moins 2006. Et lui, par contre, est resté à travers justement la dimension religieuse qu'il pouvait y avoir de ce jeu, puisque c'était un jeu que le défunt était censé pouvoir gagner quand il jouait contre les dieux, de façon à prouver sa valeur. Donc cette dimension religieuse, on peut la retrouver dans beaucoup de jeux de l'Antiquité. Et alors, est-ce que justement il y avait un lien aussi entre le Méen et le Sénat d'un point de vue strictement religieux? Peut-être. À mon niveau, je n'ai pas trouvé. Mais c'est le seul lien qu'on pourrait peut-être faire. Il y avait une question par là. C'est pourquoi pas. Dans la mesure où il y avait plusieurs pions lions qui ont été retrouvés, jusqu'à 6, donc potentiellement, puisqu'on pouvait jouer jusqu'à 6, chaque joueur allait avoir son pion lion, il est probable qu'effectivement chaque joueur pouvait déclencher un lion. Il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait plus d'un pion si c'est pour ça. Mais toujours pareil, dans l'hypothétique. C'est fini? C'est toi qui vois, mais t'as encore 2-3 minutes. Je peux avoir... s'il y a encore des questions, une main là-bas. Faut parler fort. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est selon moi comment on pourrait y jouer si j'y ai joué. Les règles que j'ai proposées sur ma vidéo, comme je dis, on peut les adapter. Elle se déroule vraiment en 3 phases. La phase où on va remonter le main avec les pions. La phase où le joueur qui a réussi à déclencher le lion peut ou non continuer à faire monter ses pions ou essayer de déclencher le lion pour redescendre pour bouffer les pions de l'adverse. J'ai tenté de jouer plusieurs parties avec des amis. Le jeu me semble jouable. Je me suis inspiré aussi, parce que je suis pas le seul, je ne suis pas un égyptologue qui vient de découvrir quelque chose, appelez-moi Champollion, mais pas du tout. D'autres personnes ont fait des propositions de jeu, mais ce sont des archéologues qui sont peut-être pas au fait de tout ce qui est jeu, et sans être un très grand gamer, j'aime bien jouer, et la version que j'en propose est jouable, tout en essayant de respecter ce que ça aurait pu être à l'époque. Mais s'il faut, c'est pas ça du tout. Et je me suis fourvoyé depuis le début. Le seul truc que je peux être sûr de vous dire, c'est que Homo sapiens joue à des jeux depuis le tout début de sa naissance, entre guillemets. Si à notre époque on les appelle jeux de société, c'est pas pour rien. C'est à travers justement les jeux, les règles de jeu, qu'on a pu créer des sociétés, puisque c'est pas des jeux enfantins, c'est des jeux pour adultes qui respectent des règles. Pour avoir ce genre de règles, il faut forcément accepter d'avoir un langage commun avec d'autres personnes de la famille, du clan, du village, de la ville, de la cité-État. Donc c'est, je pense, à travers les jeux qu'on a pu
créer la société et créer derrière l'histoire qui a amené à toutes les anecdotes dont peut nous parler Ben.